Huningue célèbre les 5 et 6 octobre le 80e anniversaire de sa libération en 1944. Si les combats de la libération sont moins féroces dans le Sungo, ils s'intensifient autour de Huningue en raison de sa position stratégique sur le Rhin, enjambée par un pont de bateaux faisant la jonction avec Wellenrhein. Le cycle commémoratif porté par la ville de Huningue nous donne l'opportunité de revenir sur des moments difficiles de l'histoire de France et sur la singularité de Huningue pendant la Seconde Guerre mondiale. De manière générale, contrairement au reste de la France, l'Alsace et la Moselle ont subi dès 1940 une annexion de fait au Reich allemand, les soumettant à une politique de germanisation systématique. Cette intégration forcée, qui culmina avec l'instauration du service militaire obligatoire en 1942, les a placés sous une pression nazie bien plus intense que celle exercée sur les autres régions occupées de France. On était allemand pour eux, on était annexés, on n'était pas occupés, on était annexés. Il fallait surtout pas dire bonjour, merci. Ça, c'était défendu. Hein. On était obligé d'aller à l'école allemande. Pendant 4 ans, on a fait l'école allemande. Et souvent, il y avait la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne. Comme j'avais le caractère déjà, je ne suis pas allé, parce que moi, je préférais faire la luche. Puis alors, mon père était convoqué, puis alors j'étais obligé d'y aller. Le 18 novembre 1944, après avoir gagné la bataille du Doubs, la première armée française s'engouffre en Haute-Alsace. Bousculant les défenses ennemies, les forces françaises atteignent Huningue le 20 novembre. De lourds combats avec l'armée allemande s'engagent alors. L'infanterie française occupe des positions en arc autour de la ville. De part et d'autre, l'enjeu est le pont de bateau reliant Huningue à Wellenrhein, ouvrage stratégique qui permet à l'armée allemande de ravitailler ses troupes sur le front. Ce pont constitue de facto une véritable cible pour les bombardiers et les chasseurs alliés. Il y a un avion qui est venu, il a bombardé, il a juste lancé une bombe de phosphore. Et puis ça, c'était une chaleur, on l'a sorti de là-bas, hein, une chaleur énorme. Hein. Dans l'usine, il s'est évacué, et puis le contremaître qui est retourné, un autre aussi, c'était M. Rodolphi et M. Bechelet. Et puis la bombe est tombée là-bas, et puis ils ont brûlé, c'était du phosphore. Hein. Et puis une dame, Madame Schmidt, elle était brûlée à la jambe, ça n'a jamais guéri, jamais. Le pont échappera à cette tentative, mais pas aux bombardements qui suivront et détruiront aussi le barrage de Kems, occasionnant peu après la perte d'un avion de reconnaissance et de son pilote canadien. Alors il y a un avion, il vient, et puis d'un seul coup, je crois que personne n'a vécu ça, nous trois seulement. Hein. C'était une bombe volante et flottante, au barrage, sac, et puis le Rhin il est parti. Ça a donné un bruit énorme. Hein. J'ai vu le pilote, hein, et les 4 moteurs, le pilote, parce il descendait, parce qu'il était touché par les Suisses, parce qu'il est passé trop loin. Et puis, Suisse était un pays neutre, et puis le TCA, c'était les Suisses qui l'ont touché. Et donc il s'appelait comment alors, le pilote? Springer. Marc Andrus Springer. Pendant plus de 10 jours, les Huningois subissent les exactions d'une résistance nazie sous tension et sont soumis au feu de l'artillerie française. Pour preuve, avant l'assaut final, dans la nuit du 30 novembre 1944, on estime que 2000 obus sont tombés sur Huningue. Pour les populations civiles, Huningue n'est donc pas un lieu sûr. C'est pourquoi bon nombre de Huningois se réfugient dans la localité voisine, Bâle, demeurée neutre pendant le conflit mondial. Nous, on est partis à la Schiffmühle, à la ferme au bord du Rhin, à la frontière. Donc je n'ai pas vécu grand-chose ici. Parce que de là, on est parti en Suisse. Et de la Suisse, quand on est revenu, je n'avais pas le droit de faire du FFI. Mon père a dit que c'est pas assez organisé. Alors je me suis engagé à l'armée. On n'est pas tout de suite allé à Bâle. On est allé encore le but de Felder.
là, parce que c'est une forteresse, là, on était tranquille, yo. C'était la nuit, on est rentré là, et puis il y avait plusieurs familles qui étaient là-dedans, yo. Et puis on avait peur, et puis il y avait encore les Allemands. Et puis il y a le capitaine SS qui avait les bras coupés. Et alors les femmes de l'Écosse, on a crié, on avait eu peur. Alors il a dit, quand moi je crève, eh ben vous crevez avec. Si Huningue est libérée le 1er décembre 1944, l'ancienne forteresse demeure sous le feu ennemi jusqu'au 24 avril 1945, date à laquelle les soldats français franchissent le Rhin. Les Allemands, ils ont toujours tiré. On était là, et puis on était dehors, on n'avait pas peur. Des obus. Et puis alors, là, il y a un obus c'était des obus qui n'ont pas fait des trous, vous voyez. C'est des obus qui éclataient pour faire le dégât le plus possible. Moi, j'ai eu de la chance, je n'étais pas touché. Je l'ai ramassé juste. Il était chaud encore. Voilà. Puis je le gardais. Lorsque les Huningois réfugiés à Bâle regagnent le territoire français, ils retrouvent leur ville détruite. La cité Vauban compte alors 90% de ses logements endommagés et 25% totalement détruits. Il faut attendre 1954 pour que Huningue retrouve sa population d'avant 1936, à savoir 4000 habitants. La maison où j'habitais en 1939 et pendant la guerre a disparu parce qu'elle était bombardée. Donc ils l'ont démoli, ils ont fait un autre dans la rue Barbenecre. Le Stork, le restaurant Stork, la Cigogne, a disparu. Il y a tellement de choses qui ont disparu qu'on ne se souvient même plus. Les sacrifices de Huningue et de ses habitants seront officiellement reconnus par une citation à l'ordre de la division et l'attribution de la Croix de guerre avec l'étoile d'argent pour une ville qui est restée fidèle à la France depuis sa création.